13e épisode et 3e partie du chapitre sur l'Empire métanazi. Comme à chaque fois, je recommande vivement à tous de voir les 2 premières parties du chapitre afin d'éviter de prendre le train en marche. Bonne écoute. D'ailleurs, ils oublient très régulièrement qu'avant de devenir soldats d'une cause sortie de nulle part, ils étaient ceux qu'ils dénigrent aujourd'hui. Il leur est facile de se laisser aller à leur bas instinct lorsque le droit semble les protéger et les autoriser à être des loups déguisés en agneaux. Mais le réel n'est jamais bien loin. Et ces imposteurs n'ont rien des loups jésuites. Ils ne rugissent pas tels des lions, ni ne hurlent tels des loups. Mis à part dans leurs fantasmes, ils ne sont que des tristes roquets agressifs qui gênent et échappent. Et ce, uniquement lorsque leur maître est tout proche ou lorsqu'ils sont en meute derrière une barricade de la justice corrompue qui leur accorde l'impunité. Le métanazi, c'est ce membre du gouvernement, conscient ou pas des objectifs réels de la politique menée par le pays depuis des décennies, qui ne fera rien pour s'y opposer, sachant pertinemment que cela reviendrait à mettre fin à son ascension. C'est celui qui, pourtant sachant, continuera de nier la réalité et reprendra mot pour mot la ligne éditoriale de ses maîtres. Le métanazi, c'est ce monsieur tout-le-monde, lobotomisé par le poste de télévision, qui se crispe dès qu'il entend un point de vue qui contredit clairement ce qui est matraqué par le saint journal de 20h. Son métanazi également, tous ces idiots utiles sur les réseaux, qui s'affairent à contredire, insulter, calomnier les personnalités déclarées infréquentables par leurs gourous, qui se le permettent en n'ayant aucun savoir sur le sujet traité ni aucune information fiable au sujet de l'individu diabolisé. Ils vont pourtant agir comme s'ils étaient moralement supérieurs à leur cible, et faire précisément ce qu'ils pensent pouvoir reprocher à celle-ci. On reparlera bien sûr d'inversion accusatoire d'ici peu. Les métanazis, c'est aussi celles dont la culture se limite à 3 torchons progressistes sans substance, mais jugés comme des must-read par leurs influenceurs préférés, ajoutés à une dizaine de comptes Instagram et autres tapins des réseaux, assises sur cette montagne d'ineptie que nous allons visiter ensemble au cours de ces chroniques. Convaincus par 2 à 15 ans d'auto-validation de leur petite troupe de cirque, elles pensent pouvoir remettre en question 3000 à 50 000 ans d'humanité à l'aide de 3 trends TikTok et quelques néologismes débiles dont elles ne connaissent même pas l'origine. Le métanazi, c'est bien entendu celui qui, désintéressé de tout ce qui requiert un effort intellectuel, ce qui demande de lire autre chose qu'un journal sportif ou les sous-titres d'un épisode de One Piece, osera pourtant déverser un torrent de débilité avec une prétention telle qu'il parviendra à convaincre ses amis encore plus faibles et ignorants qu'il sait de quoi il parle. Sans ne jamais rien vérifier, ne jamais rien étudier, il se révèle être un atout majeur pour ses maîtres. En plus de prendre soin de bien rester stupide, il participera activement à insulter et détruire, dans la mesure de son champ d'influence, tout ce qui pourrait tenter de le sortir de sa routine d'esclave bien dressé. Les métanazis sont aussi tous ces prostitués moraux qui, par facilité, vont se glisser dans les sillons tracés par le mainstream, servir leur patron pour être récompensés d'une gorge profonde idéologique et d'une promotion. Même en ayant dit bon nombre de conneries, Sora l'avait visé juste avec la formule suivante. Aujourd'hui, un journaliste est soit une pute, soit un chômeur. Je confesse volontiers citer celle-ci un peu trop souvent. Mais pourquoi se perdre à paraphraser lorsqu'une citation se trouve être si limpide et si simple à se représenter ? Alors même que la plupart confessent s'autocensurer sur leur lieu de travail, pour beaucoup, l'autocensure et l'adhésion forcée prennent place y compris dans le cadre privé. Cela fera également l'objet d'un traitement ultérieur. Comme je le disais précédemment, tous ne sont pas stupides ou aveugles, loin de là. Puisqu'il est question de faire un parallèle entre les procédés de persuasion de leurs prédécesseurs et les leurs, jetons un œil à la méthodologie employée par nos très chers métanazis et la correspondance, ou non, avec ce que l'on appelle la propagande et la propagande de guerre. Les nazis avaient compris très tôt, tout comme les leaders métanazis, qu'il faut prendre au berceau les esprits malléables afin de les formater convenablement. Ainsi, un régime hautement propagandaire ne négligera pas d'ensemencer les esprits fertiles pendant la formation obligatoire qu'est l'école, et mettra un point d'honneur à ce que sa doctrine soit omniprésente sur le parcours des jeunes. Le récit encore frais de Ernest Tohnla en 1945, tiré de l'organisation de l'enseignement en Allemagne occupée, est très parlant concernant la façon dont un régime peut contaminer l'école. Donc une première petite citation. Pendant plus de 10 années, de 1933 à 1944,
les écoles et les universités allemandes ont dû donner un enseignement conforme aux instructions du parti nazi. Aujourd'hui, c'est au tour de l'éducation nationale française, organe de propagande fort sous-estimé, d'inclure dans les programmes et méthodes de l'enseignement public obligatoire des notions aussi erronées que dangereuses. Nous voyons d'ores et déjà poindre à l'horizon le développement de la théorie critique de la race, qui fait débat outre-Atlantique. Nous assistons également à une nouvelle tentative, plus sournoise qu'en 2011, d'insérer dans les manuels de SVT les élucubrations des fanatiques de la théorie du genre, qui semblent ne toujours pas saisir la différence entre une hypothèse et une théorie. Il est urgent d'exiger que les prêcheurs des ONG et institutions publiques soient prudents et ne puissent se permettre de propager des informations trompeuses ou complètement absurdes, comme s'il s'agissait d'un consensus établi et vérifiable. Encore faudrait-il pouvoir sanctionner les trahisons et manquements délibérés aux devoirs des représentants du peuple, avant de pouvoir mettre un terme à ce type de manœuvre soutenue par le régime en place. Ces manipulateurs et idiots utiles proposent des solutions à des besoins fantasmés, comme Astrid Delamotte, intervenante du gouvernement pour le ministère de l'Éducation, lors de son commentaire en vidéo sur un abécédaire de l'égalité, à propos de l'observation d'un groupe d'enfants de maternelle ayant tous représenté un dessin de petite fille en jupe et celui d'un petit garçon en pantalon. Sa conclusion était la suivante, donc je cite : « Un travail doit être fait dès la petite section de maternelle pour que l'on n'ait pas ces réponses-là. » Arrêtons-nous une seconde sur cette intervention. Je pense qu'elle essaie de faire son travail et d'être le plus inclusif possible. Mais trouvez-vous décent que l'État se soucie de savoir si les enfants visualisent une petite fille en jupe et un garçon en pantalon ? En quoi cela constitue-t-il un problème ? N'a-t-on réellement pas plus important et urgent à faire pour améliorer les systèmes scolaires et accompagner plus décemment les enfants aptes à faire quelque chose de leur vie ? À quel besoin cette mesure répond-elle, si ce n'est une fois de plus pour insister sur la propagation de la doctrine que nous pouvons renommer hypothèse du genre ? Les citoyens français ont-ils demandé cela ? A-t-on accès à d'éventuelles études ayant été menées pour savoir vers quel futur cela nous dirige ? Ce métanazisme décomplexé et déconnecté de toute volonté du peuple semble ne pas encore trouver sa limite. J'invite les sceptiques à aller faire un tour sur le site education.gouv.fr pour y lire les publications du bulletin officiel relatives à la notion d'inclusion de la transidentité dans la vie scolaire. Ils y détaillent la forte implication de l'État pour véhiculer l'information sur cette doctrine et traitent le sujet comme si un enfant supposé trans ou se présentant comme tel nécessitait un traitement spécifique, un accompagnement particulier, comme s'il ne s'agissait pas d'un enfant comme les autres en somme. Le nazisme et le métanazisme ont ce don d'étiqueter et de mettre en place des traitements particuliers sur des critères aussi arbitraires qu'une supposée ou prétendue dysphorie de genre qui n'existe nulle part hors du narratif, mis à part des cas supposés et non prouvés, tellement peu fréquents qu'il est aussi inconscient que trompeur de prétendre qu'il s'agit d'un enjeu majeur pour l'éducation nationale. Prenons une seconde citation, donc toujours de Ernest Tonola. L'étude de la littérature nationale avait été elle-même limitée à certains noms et certaines périodes. L'hitlérisme se substituait à l'humanisme. En matière de sciences, une importance prépondérante avait été accordée à la biologie, envisagée d'un point de vue singulièrement exclusif et tendancieux, ainsi qu'à la prétendue science des races. Fin de citation. Il est habituel pour une propagande de réécrire l'histoire, censurer et abolir ce qui met en péril la bonne parole, ou plus précisément ce qui est prétendu l'être. Des exemples d'autodafé et retrait de livres des bibliothèques scolaires ont déjà eu lieu, comme le précisait Le Figaro dans un article du 10 septembre 2021. Pierre Valentin, l'auteur, développe dans cet article la tendance du mouvement woke à vouloir détruire, ils disent déconstruire, on rajoute juste une petite syllabe histoire de rendre le terme un peu moins brutal, et trop rarement, voire jamais à créer. Les faits en question concernent par exemple le retrait de toutes les œuvres du rayon jeunesse comportant des représentations jugées trop stéréotypées des Amérindiens. Ainsi, Astérix, Tintin ou encore Lucky Luke n'ont pas survécu à cette offensive woke. Il n'est pas tant question de sacraliser ces exemples de bandes dessinées supprimées des rayons, qui ne sont pas une très grosse perte en réalité, mais cette censure semble être aussi sélective qu'arbitraire, répondant aux injonctions des mouvements woke, sans que cela ne soit débattu et rationalisé au préalable. A noter que ces ouvrages n'ont pas tous été simplement retirés des rayons, ils ont parfois été brûlés. Oui, brûlés
comme s'il s'agissait d'ouvrages hérétiques tombés aux mains des inquisiteurs, brûlés comme les nazis savaient le faire, avec tout ce qui dérangeait la doctrine du parti. Cette posture de prêcheur, inquisiteur de la néo-religion woke progressiste, ressemble à s'y méprendre à certains épisodes encore enseignés aux collégiens de nos jours. En outre, Radio-Canada précisait qu'au total, 4716 livres ont été retirés des bibliothèques du conseil scolaire dans 30 écoles. La réponse ne s'est pas fait attendre, l'expliquent de très nombreux médias comme nordjersey.com par exemple. Les conservateurs demandent à leur tour le retrait des livres faisant la promotion de l'idéologie LGBT notamment des écoles publiques. Un débat a actuellement lieu sur ce thème, tandis que certains déclarent que censurer et supprimer des livres est toujours un mauvais choix, d'autres insistent sur le fait que tout livre n'est pas bon à être mis à disposition dans une école sans avoir, à minima, un regard sur l'âge auquel les jeunes y sont exposés.